Alors ici, sur l'ordinateur, ici, j'ai un scanner qui est connecté. Je vais lancer le programme de pilotage du scanner. Il y a deux solutions. On a soit un programme qu'on appelle un programme standalone. Standalone, ça veut dire un programme qui fonctionne par lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre programme pour fonctionner. Ou alors, ça peut aussi se piloter, un scanner, via un module externe dans Photoshop. Quand on est dans Photoshop, on a, dans le menu Fichier, Importation. Si on a installé le module externe qui correspond au scanner qu'on a, on aura dans Fichier Importation le logiciel de pilotage du scanner. Donc il faudra, au moment de l'installation du scanner, il faudra avoir installé le module externe, ce qu'on appelle le plugin, dans un dossier de Photoshop, dans le dossier des plugins de Photoshop. Mais voilà, c'était l'occasion de voir donc que Photoshop, il a des modules externes. On peut étendre les fonctionnalités de Photoshop, et c'est pas seulement pour l'acquisition d'images, c'est pour les filtres, c'est surtout pour les filtres en fait. Alors ici, je vais lancer le programme de pilotage du scanner. Donc il est composé de deux parties. Le paramétrage ici, et la fenêtre de prévisualisation ici. Le dernier document scanné apparaît, même s'il n'est plus sur la vitre du scanner. Il y a plusieurs modes d'utilisation du scanner, entièrement automatique, utilisation familiale ou utilisation professionnelle. Évidemment, je vous conseille absolument de passer directement en utilisation professionnelle. Donc, j'ai un document à scanner. Je vous le montre. C'est l'image au trait, donc l'image du cochon. Vous voyez que ce document, il y a eu des tasses de café dessus, il est tout sale. Quand on scanne un dessin, c'est pas grave du tout si le blanc n'est pas blanc. Ça peut être corrigé très facilement au moment où on numérise. Donc je mets le document dans le scanner, je ferme le scanner et là je vais demander de faire un aperçu, une prévisualisation. Donc ça veut dire que rapidement le scanner va balayer sous la vitre et va me montrer ce qu'il y a dans le scanner. Donc voilà mon fameux cochon qui a reçu des taches de café. Petite parenthèse, la vitre, c'est pas du verre, c'est de l'acrylique, plus connu sous le nom de plexiglas. Donc c'est incassable. Par contre, ça se griffe, il faut faire attention, et une fois que c'est griffé, c'est plutôt ennuyeux. Je fais un rapide tour des fonctionnalités, mais en fait c'est très intuitif. Ici, vous indiquez le type de document, est-ce que vous scannez du film ou du papier. Donc il faut que le scanner, si on veut scanner des diapositives, il faut qu'il soit prévu pour ça évidemment. Il faut qu'il ait un rétroéclairage. Tous les scanners ne le permettent pas. Alors, diapositives, il faut préciser, c'est pas seulement les petites diapositives 35 mm qu'on connaît. Dans le monde professionnel, on a des diapositives plus grandes et on commence à parler en pouces. Donc des diapositives habituelles dans le monde publicitaire, c'est ce qu'on appelle des ECTA, E-K-T-A, hein, abréviation de Ektachrome, et ça a une dimension de 4 pouces sur 5. Donc c'est quand même assez grand. Et c'est ici qu'on indique qu'est-ce qu'on veut que ça produise comme type de pixels. Donc une image habituelle en infographie, c'est une image qu'on appelle une image 16 millions de couleurs, c'est une image 24 bits. Ça veut dire que chaque couche rouge, verte et bleue de l'image est composée de pixels définis chacun par 8 interrupteurs informatiques. Donc 3 couches, 3 x 8, 24. On a la possibilité de scanner en 48 bits. Et ça, c'est très bien, ça veut dire que chacune des couches de l'image rouge, vert, bleu, chacune des couches sera composée de pixels définis non plus par 8 interrupteurs informatiques, mais par 16.
Et c'est beaucoup plus précis. Ça veut dire qu'un pixel, dans l'image 24 bits, il peut prendre 256 intensités différentes, du noir au blanc en passant par tous les gris. Seulement 256. Tandis que dans l'image 48 bits, il peut prendre plus de 60 000 nuances différentes. Donc, si on veut scanner une image couleur et obtenir vraiment une très bonne qualité, on va scanner en 48 bits. Et donc, on obtient dans Photoshop ce qu'on appelle une image 16 bits, puisque 16 bits par couche, 3 x 16, 48. Ceci, c'est spécifique au scanner. Je ne vais pas en parler. Ici, on a la possibilité de numériser en gris. Donc, même si le document est en couleur, on peut vouloir une version grise, pourquoi pas. Hein. Et même chose, du gris à 256 niveaux par pixel ou à 60 000 niveaux. Donc, il est conseillé de scanner en 60 000 niveaux. C'est pas ça qu'on va envoyer chez l'imprimeur. On ne va pas envoyer une image 16 bits. Mais dans Photoshop, on va pouvoir travailler l'image, appliquer des courbes de réglage et on aura un meilleur résultat sur une image avec beaucoup plus de nuances par pixel. Et alors, pour nos documents qu'on a ici, on a une fonctionnalité, le scan en noir et blanc. Donc vous allez dire, mais le noir et blanc, c'était déjà ça. Sauf que noir et blanc, ici, ça veut dire qu'on scanne sans couleur, mais il y a quand même des nuances. Tandis qu'ici, le noir et blanc, ici, il n'y a que du noir ou du blanc. Si je choisis noir et blanc, tout de suite, on voit que les taches de café sur mon image ont disparu. Je vais retourner en noir et blanc 16 bits. Voilà. Donc j'ai mes taches qui, cette fois-ci, sont en gris. Mais le vrai noir et blanc ici, ça me nettoie l'image. Alors, cette fonctionnalité ici dans le scanner, elle va porter différents noms suivant la marque du scanner. Ça s'appellera parfois Line Art. Oui, parfois, vous allez voir apparaître un message quand vous scannez au tout début, juste après avoir allumé le scanner. Il vous indique que le scanner est en train de s'échauffer. Non, en fait, c'est la lampe qui chauffe. Hein. La lampe du scanner, quand elle vient d'être allumée, elle n'est pas à la bonne température couleur. Donc, il faut un certain temps avant qu'il puisse scanner avec les bonnes couleurs. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, de définir une zone de scan. Vous avez ici les dimensions en millimètres de cette zone. Donc si je modifie la dimension de la zone, on voit dans les cartouches ici que ça modifie la dimension. La taille en centimètres du document que je scanne, je vais obtenir dans l'image numérique une taille en centimètres identique. Je descends parce qu'il y a d'autres options ici en bas. On a le seuil. Facile à comprendre. Donc s'il y a des crasses qui apparaissent comme ça, ce sont des taches de couleur, des taches de café qui deviennent noires, c'est un problème de seuil. Donc il faut que je bouge le seuil pour dire que ces taches de café doivent devenir des pixels blancs. En fait, tous les logiciels de pilotage de scanner se ressemblent. Ils ont tous leurs spécificités, ils sont plus ou moins complexes, mais d'une manière générale, ils se ressemblent. Donc on s'y retrouve relativement vite quand on passe de l'un à l'autre. Ok, ici, comme c'est un scan en noir et blanc, je n'ai pas de réglage couleur, mais sinon, si je scannais en couleur, j'aurais des réglages couleur. Donc, je clique, une fois que j'ai défini tout ça, je clique sur Scan, et ça va numériser. Donc, ça me demande où est-ce que je veux mettre les images, dans le dossier des images de l'ordinateur, ou ailleurs, par exemple sur le bureau, où je peux choisir un autre dossier, bien entendu. Tout ça est très logique. Ici, je dis ce que je veux comme nom pour cette image. Voilà. Et il y aura un numéro. Si je fais plusieurs scans, je ne devrais pas chaque fois changer le nom. Ça va simplement, s'il existe déjà un scan
cochon 001 sur le bureau, ça va automatiquement faire cochon 002. Voilà. Le type de sortie, JPEG, complètement déconseillé de scanner en JPEG parce que ça détruit les informations dans l'image. Donc si je scanne en JPEG et que je veux retravailler l'image, changer les couleurs, etc., si je veux retravailler l'image, je vais remarquer des problèmes. Et il faut choisir de générer des fichiers qui sont dans un format non destructif, donc qui va éventuellement compresser, mais sans détruire les informations. Bon choix. C'était d'ailleurs ça qu'il proposait d'office. Dans les options, nous avons l'ordre des octets. Ça aussi, vous avez dans Photoshop quand vous enregistrez au format TIFF. Alors en fait, si c'est pour utiliser dans Photoshop, ça n'a aucune importance que ce soit Macintosh ou Windows, l'ordre des octets. Voilà, et possibilité de compresser. Ça, c'est dans les options de format. Chaque format a ses options. Si je choisis le JPEG, qui est donc déconseillé, vous avez ici qui vous indique qu'il est au format de compression à niveau 16. Je clique sur Options et j'ai des options différentes de celles du TIFF, évidemment. Et je peux choisir d'avoir une qualité moins bonne. Voilà, donc une compression plus forte. Voilà. Donc ça fera un fichier plus petit, avec encore plus de données qui ont été supprimées, suite à la compression JPEG. Donc déconseiller le JPEG de toute façon, je vous ai dit, c'est un format de sortie finale, c'est vraiment si on veut diffuser sur le web, diffuser une version provisoire au client, il faut toujours garder une version enregistrée en format Photoshop ou TIFF. Quand je clique sur OK, ça scanne et ça va me mettre le fichier sur le bureau. Alors là, ça prend plus de temps que pour faire la prévisualisation. Vous savez, quand j'ai cliqué tout au début sur Preview, sur Aperçu, ça a été très vite, parce qu'il a scanné juste le nombre de pixels qu'il faut pour me le montrer sur mon écran. Mais ici, je viens générer un fichier qui contient beaucoup plus de pixels que ce qu'on voit là. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Alors, le scan, ça peut se faire en arrière-plan, on appelle ça le travail en arrière-plan, ça veut dire que pendant que ça scanne, vous pouvez faire autre chose. Parce que pour certains documents, si vous scannez en couleur, ça peut prendre plusieurs minutes pour générer le document. Donc on ne va pas attendre devant l'écran que ça finisse. On va évidemment faire autre chose, on va aller sur le web, on va aller dans Photoshop. Voilà, et je retrouve donc sur le bureau, je retrouve le document que je vais amener sur l'icône de Photoshop ici. Le voilà dans Photoshop, donc au niveau qualité, il y a de la qualité. Une fois qu'il est dans Photoshop, si je veux mettre de la couleur dedans, pas possible parce qu'il s'agit d'une image au mode bitmap. Donc des images qui ne contiennent que des pixels qui sont noirs ou blancs, c'est des images bitmap dans Photoshop. Ce qui est assez vicieux, c'est que d'une manière générale, toutes les images numériques constituées de pixels s'appellent des images bitmap, en opposition aux images vectorielles créées avec des courbes de Bézier comme dans Illustrator. Ben, il se trouve que parmi toute la grande famille des images dites bitmap, il y a un mode qui est le bitmap et qui, lui, ne contient que des pixels noirs ou blancs. Ben oui, c'est assez ambigu, il faut le savoir. Donc si on vous parle d'images bitmap, ça ne veut pas nécessairement dire des images qui ne contiennent que du noir ou du blanc. Si on veut vous parler d'images qui ne contiennent que des pixels noirs ou blancs, on va vous parler d'images au mode bitmap. Ici, je vais dans Image Mode et je vais passer du bitmap. Je vais passer au RVB pour coloriser, mais ce n'est pas possible, il faut que je passe d'abord en niveau de gris. Image Mode, niveau de gris, je clique sur OK. Ensuite, Image Mode, couleur RVB, voilà. Et là, je vais pouvoir mettre dans cette image n'importe quelle couleur.
Je vous ai fait quelques numérisations pour qu'on puisse un peu comparer les qualités. Alors, vous avez un dossier, le premier ici, qui s'appelle 72 dpi JPEG ou pas JPEG. Donc, on va pouvoir comparer deux fichiers qui ont été générés par le scanner. Un généré en TIFF, le bon format qui ne détruit pas les informations, et l'autre généré en JPEG. Donc, vous pouvez ouvrir les deux dans Photoshop. Donc c'est un scan 24 bits. Si je vais dans Images, Mode, je vois que c'est du couleur RVB en 8 bits par couche. Donc c'est du 24 bits, 3 couches, 3 x 8, 24. Vous voyez qu'on a 16 bits par couche. Si j'avais scanné en 16 bits, il serait indiqué évidemment 16 bits. Vous avez ici le 32 bits, c'est rare, c'est pour les images HDR. C'est quand on fait des photographies avec différentes vitesses, on obtient donc des photographies foncées, moyennes, claires, et on les combine toutes ensemble dans Photoshop, et on obtient des images 32 bits qui contiennent énormément d'informations. C'est ce qu'on appelle la photographie HDR. Donc ce sont des images RVB 8 bits par couche, donc des images 24 bits. Alors pour voir la différence de qualité, on va zoomer à 200% à peu près. Voilà, je zoome à 200% sur les deux. Donc sur la barre de titre des deux images, il est indiqué que je suis en train de visualiser à 200%. Ça veut dire qu'un point de l'image s'affiche sur 4 points de l'écran. C'est ça qu'on fait quand on veut vraiment voir la qualité d'une image. On a dit au tout début de la formation qu'il fallait, pour vraiment juger de la qualité d'une image, à visualiser à 100%. Mais si je veux vraiment voir sans devoir me rapprocher de l'écran, évidemment, je vais passer à 200%. Barre d'espacement, je bouge. Sur l'image JPEG, ici, on voit des artefacts, c'est-à-dire des défauts inhérents à la technique utilisée. Donc, ces espèces de petits points, oui, ça c'est de la compression. C'est de la compression. Si je regarde le même endroit sur l'image TIFF, je n'ai pas ces petits points. Alors, même chose pour les appareils photo. Les appareils photo, vous avez la possibilité de photographier en JPEG. La plupart du temps, c'est comme ça que l'appareil photo est réglé, parce que ça permet de mettre beaucoup de photos sur la carte mémoire. Vous avez la possibilité aussi de photographier en TIFF sur certains appareils photo, ou en RAW, donc des images brutes, qui incluent tout ce que le capteur peut contenir. On en a parlé la fois passée quand on est allé dans Bridge. Donc, si vous choisissez un appareil photo, c'est quand même important de vérifier qu'il est capable de produire des images dans un autre format que le JPEG. Soit le TIFF, soit le RAW. Le RAW, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est l'occasion ici de montrer que dans Photoshop, il y a une fonctionnalité qui permet de comparer les images. Alors ici, je vais appuyer sur majuscule et tabulation, donc pour me débarrasser des palettes qui sont à droite. Je garde enfoncé majuscule et en même temps, j'appuie sur la touche tabulation qui est juste à gauche de la touche A, et les palettes sur la droite de l'écran ont disparu. Donc je profite plus de toute la surface de mon écran, c'est pas plus mal. Et je vais demander à Photoshop de mettre ces deux fenêtres côte à côte sur mon écran, le plus grand possible. Attention, vous ne devez avoir que ces deux images-là ouvertes. Donc ça veut dire que dans le menu Fenêtre, dans le bas, là où ça donne la liste de toutes les images, c'est bien pratique quand on en a perdu une, qu'on ne sait plus où elle est, mais qu'on sait qu'elle est malgré tout ouverte dans Photoshop, c'est par là qu'on va aller, par le bas du menu Fenêtre. Eh bien, si vous en avez une autre qui est ouverte, vous allez dessus, et puis vous la fermez. Il ne faut plus que ces deux-là qui soient ouvertes. Et puis on va demander à Photoshop donc de les juxtaposer. Menu Fenêtre, réorganiser, juxtaposer. Et voilà, il m'a mis les deux images côte à côte. Vous les avez bien toujours à 200% toutes les deux. Donc, si vous en avez une des deux qui
à un facteur de zoom différent. Une fois que vous avez demandé fenêtre réorganisée, juxtaposée, voilà ce que vous obtenez. C'est pas bon. Donc, il va falloir la faire passer au même facteur de zoom que l'autre. Et puis, redemander à nouveau réorganiser, juxtaposer. Voilà, donc on a les deux fenêtres avec le même facteur de zoom. Donc, je vous rappelle, le but ici est d'arriver à comparer la qualité des deux images. Donc, c'est quelque chose qui sert quand même assez souvent dans Photoshop. C'est utile de connaître ce système. Si on veut montrer au client, par exemple, une retouche, on va afficher d'un côté l'image non retouchée et de l'autre côté l'image retouchée. Et il va pouvoir comparer les deux. Alors, je vais régler la loupe et la main de manière à ce que quand j'utilise la loupe ou la main dans une des deux images, ça agit aussi sur l'autre. Et donc pour ça, je vais activer d'abord la loupe dans la palette des outils. Chez moi, elle est déjà activée. Et dans les options de la loupe, je vais décocher redimensionner les fenêtres, qui est quelque chose qui personnellement m'ennuie beaucoup et qui de toute façon ici va nous ennuyer tous. Il ne faut pas que quand je zoome, ça redimensionne la fenêtre. Donc je décoche redimensionner fenêtre. Par contre, je vais cocher zoom fenêtre. Ça veut dire que quand je zoome dans une fenêtre, ça zoome dans toutes. Donc voilà la situation pour la loupe, les options de la loupe. Ensuite, pour la main, j'active la main et dans les options, je coche l'option défilement des fenêtres. Et à partir de là, même quand j'ai n'importe quel outil activé, quand j'utilise les raccourcis, barre d'espacement, touche commande, je zoome en avant, ça zoome dans les deux. Barre d'espacement, touche Alt, je zoome en arrière, ça zoome dans les deux. Si je zoome en avant et que toute l'image n'est pas visible dans la fenêtre, si j'enfonce seulement la barre d'espacement, j'ai la main et je peux bouger. Voilà, comme ça on peut comparer vraiment facilement la qualité sur les deux images. Là, je zoome en arrière, barre d'espacement, touche Alt, et voilà. Voilà, donc tout ça pour faire comprendre que clairement, scanner en JPEG, ce n'est pas une bonne solution, ça génère des artefacts. Et encore ici, nous n'avons pas encore modifié l'image, parce que ces artefacts apparaîtront encore plus si on commence à changer les couleurs dans l'image et faire des filtres, etc. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez fermer les deux images. Et on va passer au dossier suivant. Alors, dans le dossier 3, j'ai toujours cette image, mais cette fois-ci, une est scannée à 300 pixels par pouce et l'autre à 1200. Donc, j'ouvre les deux. Dans le cas des images de type bitmap, il est permis de les utiliser à une résolution très élevée dans les documents de mise en page. Elles peuvent cohabiter avec des images 300 dpi. Donc, typiquement, dans un document de mise en page, on aura des photographies à 300 pixels par pouce. Et dans le cas d'images de type bitmap, donc des images qui ne contiennent que des pixels noirs ou blancs, on va pouvoir intégrer dans le document de mise en page des images scannées à 1200 pixels par pouce, peut-être même plus. On peut aller jusqu'à 2540 pixels par pouce. Ça veut dire qu'on aura des images, des traits dans la mise en page qui seront extrêmement précis. On ne verra pas d'effet d'escalier sur le bord des traits. Si dans le document que j'ai scanné, c'était des traits évidemment créés au pinceau, par exemple, il n'y a pas d'escalier sur le bord du trait au pinceau, sur mon document papier. Eh bien, dans le document imprimé final, si je veux retrouver vraiment cet effet de précision, il faut que je scanne à plus que 300 pixels par pouce. Je vais scanner à 1200, même jusqu'à 2540. Pourquoi 2540 ? Parce que c'est la résolution maximale de
l'imprimante, entre guillemets, qu'on trouve chez l'imprimeur. C'est en fait ce qu'on appelle la flasheuse de film offset. Ce qui va transférer la mise en page sur les films offset, c'est ce qu'on appelle une flasheuse. C'est une espèce d'imprimante, sauf que ça utilise des films photos, un développement chimique. Et la précision de cette flasheuse, c'est 100 points par millimètre. Comme un pouce, c'est 25,4 mm. Voilà pourquoi la résolution de la flasheuse est 2540. C'est 25,4 fois 100. Donc c'est tellement vrai qu'une flasheuse, ça fonctionne comme un développement photo qu'il y a un système de récupération des sels argentiques. C'est-à-dire que les films offset, c'est comme des films photos, il y a des particules d'argent. Pour que le film devienne transparent à certains endroits, il faut retirer ce sel d'argent, et c'est un métal qui est précieux. Plutôt que de le jeter à l'égout, ce qui est de façon interdite parce que ça pollue, on le récupère en fait. Donc non seulement on est obligé de le faire parce que ça pollue, on ne peut pas le jeter à l'égout, et en plus on peut le revendre. Si vous voulez, un peu plus tard, on va utiliser cette image 1200 pixels par pouce dans une mise en page. Ici, je vais décocher Zoom fenêtre dans les options de la loupe. Je vais zoomer sur l'œil du cochon. Voilà, je suis sur l'œil du cochon à un affichage à 100%. On voit que ça a vraiment capturé tout le détail du dessin. Le grain du papier peut modifier donc le bord du trait quand on dessine au pinceau. Et alors, sur l'image à scanner non pas à 1200 pixels par pouce, mais à 300 pixels par pouce, clairement on voit la différence. Toute la subtilité du dessin n'a pas été capturée. Et donc si je mets ça dans une mise en page, et c'est ça que j'aurai des, sur le bord de mes traits, j'aurai des escaliers. Alors, scanner des images couleurs à plus de 300 pixels par pouce, bon, on peut aller jusqu'à 400, 450, mais au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment pour les images bitmap qu'on peut monter jusqu'à 2540. Donc si je fais un flou sur la version 300 pixels par pouce, ça va évidemment atténuer les effets d'escalier, mais je ne vais pas récupérer quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'il y avait sur le papier. Donc pour pouvoir faire le flou, d'abord image mode, je passe en niveau gris parce qu'on ne peut pas mettre un flou sur une image bitmap. Donc si je veux pouvoir mettre un flou, je dois passer en niveau gris. Voilà, filtre, ensuite atténuation, flou gaussien. Et voilà, je mets un flou jusqu'à ce que j'atténue ces effets d'escalier. Voilà, comme ça. Alors vous allez dire, mais c'est évident ce qu'il nous raconte là. Sauf que ici, je vais vous expliquer comment améliorer une image qui présente des effets d'escalier comme ceux qu'on a ici. Donc si vous ne disposez que de la version 300 pixels par pouce, et que vous avez donc des escaliers comme ça, ben ça peut vous ennuyer. Comment est-ce qu'on peut lisser les traits? C'est possible. Alors regardez, je mets donc un flou sur l'image. Le rayon, ça dépend de chaque image, hein. Ce ne sera pas à chaque fois le même, bien sûr. Donc une fois que j'ai mis le flou, je vais mettre de la netteté. Et au final, je vais obtenir un trait sans escalier. Donc ceci, c'est une super astuce si vous avez des images qui n'ont pas assez de définition. On parle bien d'images ici au trait, comme ça. Un flou, et puis filtre, renforcement, accentuation. Le curseur seuil reste à 0 et j'augmente le rayon et le gain pour atténuer le flou, puisque j'amène de la netteté, j'amène de l'accentuation des détails. Ça enlève du flou. Mais au final, je ne retrouve pas mes escaliers de tout à l'heure. Je retrouve quelque chose de plus lisse.
Donc ça ressemble un peu plus à ce que le dessin était à l'origine. Donc voilà comment on peut récupérer un dessin qui montre des traits noirs et on a des gros escaliers dans les diagonales. On met du flou et puis on met de l'accentuation. Résultat, on obtient des traits lisses. Je suis bien avec une image à 300 pixels par pouce et j'ai réussi à lisser les traits, donc en mettant un flou puis une accentuation. Qu'est-ce que je fais avec cette image? Si je veux la coloriser, je fais image mode couleur RGB pour pouvoir mettre de la couleur dedans. Mais si je veux l'utiliser en tant que trait dans une mise en page, je vais passer au mode bitmap. Puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est justement un avantage du mode bitmap, ça va permettre dans une mise en page de recréer des traits bien nets. Donc la boîte de transformation de niveau de gris à bitmap arrive avec ces réglages-ci. Je pars d'une image 300 pixels par pouce vers une image 300 pixels par pouce, et le mode de transformation est diffusion. Diffusion, ça veut dire que dans l'image bitmap, il va y avoir des petits points qui vont tenter de recréer les niveaux de gris que je vois ici. Vous voyez qu'il y a des pixels avec différents niveaux de gris. Voilà ce que ça donne. Voilà, sur le bord, on voit des points noirs et blancs qui s'alternent, qui ont tenté de recréer les niveaux de gris. Donc j'annule. Et là, j'ai donc annulé la transformation en bitmap et je retourne dans la transformation en bitmap. Cette fois-ci, je vais choisir seuil 50%. Et là, ça va vraiment séparer en deux zones, les noirs et les blancs. Voilà, je n'ai pas, comme tout à l'heure, ces effets d'alternance de pixels noirs et blancs. Par contre, j'ai des escaliers. Si je veux me débarrasser des escaliers, je vais à nouveau annuler la conversion vers bitmap. Et avant de convertir vers bitmap, je vais augmenter la résolution, image, taille de l'image. Par exemple, au lieu de 300, je passe à 1200. Donc, j'augmente par combien le nombre de pixels de l'image niveau de gris? Par 16. Il y aura 16 fois plus de pixels. Parce qu'en passant de 300 à 1200, c'est 4 fois plus. 4 fois en largeur, 4 fois en hauteur. Ça fait 16 fois la surface. Et d'ailleurs, ça se voit ici, je passe d'une image de 8 mégas à 136. Ok. Donc le calcul est assez lourd. Voilà ce que j'obtiens. Donc une image niveau de gris à 1200 pixels par pouce. Et là, quand je la passe en bitmap, c'est hyper lisse. Donc je vais pouvoir utiliser ça dans une mise en page et faire des choses très bien. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire. Des motifs celtiques, des images au trait comme celle-ci, tout qui peut servir d'élément décoratif dans une mise en page. Bien sûr, ce n'est pas aussi bon, ça ne restitue pas autant les détails du dessin que si j'avais scanné directement en 1200 pixels par pouce, c'est l'image de droite que j'ai ici. Là, on a plus les subtilités du dessin. Regardez ce trait ici qui était vraiment comme ça sur la feuille, ce qu'il est devenu ici. Je vais dans ce dossier, et dans ce dossier, j'ai l'image du cochon qui a été enregistrée de deux manières, en format EPS et en format TIFF. Et j'ai fait ça parce que je vais tester dans InDesign, le logiciel de mise en page de Adobe. Ne le faites pas, mais si j'ouvre dans Photoshop ici, je vois clairement qu'il s'agit de la même image. Il n'y a aucune différence. Elle est au mode bitmap, donc elle peut contenir que des points noirs et blancs. Elle a simplement été enregistrée dans deux formats différents, habituellement utilisés pour faire la mise en page. La seule chose qu'il faut que je vous dise, c'est que comme j'avais envie que le blanc devienne invisible dans la mise en page,
quand j'ai enregistré au format EPS, j'ai enclenché une option. Donc, fichier enregistré sous, Photoshop EPS. Donc, le format EPS est un vieux format utilisé depuis très longtemps en mise en page, avant l'apparition de InDesign. Il est de moins en moins utilisé, mais il faut savoir qu'il existe. Et alors, dans une de ces options, quand on clique sur Enregistrer, dans une de ces options, il y a l'option blanc transparent. Donc, si je ne coche pas ça, quand je vais l'amener dans InDesign, le blanc sera là. Ok, ça c'était juste pour vous montrer qu'il s'agit vraiment des deux mêmes images au mode bitmap qui ont été enregistrées dans Photoshop de deux manières différentes, et le EPS avec une option spécifique pour rendre les blancs transparents. Et alors je vais donc dans InDesign. Donc là je viens de lancer le programme InDesign. Pour que tout le monde s'y retrouve, on va dire qu'on va utiliser l'espace de travail les indispensables. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire apparaître toutes les options du programme, mais on va en faire apparaître quand même pas mal. Donc à cet endroit-ci, c'est comme dans Photoshop, je choisis les indispensables. Et alors on va créer donc un nouveau document, menu fichier, nouveau document. Donc ce nouveau document, il me propose une page A4, un document d'une page. Donc je clique sur OK. Dans cette page, je vais créer quelques blocs de couleurs pour quand même pouvoir apprécier la transparence, sinon je ne vais pas voir la transparence. Si j'amène mon cochon ici sur le fond blanc, je n'aurais pas prouvé que c'est un fond transparent et pas un fond blanc. Donc je crée des blocs. Trois blocs, comme ça. Avec la flèche noire, je peux les activer les uns après les autres. Ici, je vais indiquer, en cliquant là, que je vais modifier la couleur de fond des blocs maintenant. Et je vais dans la palette nuancier. Et je vais cliquer. Ensuite, j'active l'autre bloc. Un fond magenta. L'autre bloc, un fond jaune. Voilà, donc j'ai mes blocs. Et alors, en n'ayant aucun bloc activé, ça c'est important, sinon l'image va arriver dans le bloc. Donc avec la flèche, je clique à côté des blocs. Je vais dans Fichier, Importer, et je vais, dans mon dossier, chercher l'image du cochon enregistrée en EPS. Alors, elle apparaît, on dit qu'elle est chargée dans le curseur. Sans bouger la souris, si je bouge la souris en cliquant, j'indique une dimension d'image. Sans bouger la souris, je clique simplement et l'image est posée dans le document. Et comme prévu, le fond blanc est transparent. Et là, je peux encore la bouger. Si je zoome sur le cochon, je remarque que c'est vraiment une qualité exécrable. Pourquoi? Mais parce que dans un document de mise en page, quand on fait des chapitres de magazines, on utilise beaucoup d'images, et si on montrait en permanence ces images à leur meilleure qualité, ce serait très lourd. Il faudrait des ordinateurs très puissants. Donc, ce qu'on fait, et c'est ce que InDesign nous fait ici, il ne nous montre pas les images avec la meilleure qualité. Comme ça, d'un point de vue informatique, ça ne demande pas trop de ressources. Mais c'est vraiment le fichier haute qualité qui a été chargé. D'ailleurs, je peux demander temporairement de visualiser en haute qualité. Bon, ici, il n'y a qu'une petite page avec pas grand-chose dessus, donc c'est pas lourd. Imaginez un magazine avec des centaines d'images, plein de textes partout, des blocs de couleurs, etc. Donc dans le menu Affichage, Performance d'affichage, je peux passer de l'affichage standard à l'affichage de qualité supérieure. Voilà, donc il s'affiche en bonne qualité. Et donc on voit que si on imprime, ben, ce sera correct. Ici, je vais avec la flèche noire cliquer donc sur mon image du cochon, c'est bien elle qui est activée.
j'enfonce la touche suppression sur le clavier, je l'ai supprimé. Et je vais aller charger maintenant l'image au format TIFF. Fichier importé. Cette fois-ci, je prends le TIFF. Comme aucun bloc de couleur là n'était activé, l'image n'arrive pas dans un bloc, elle arrive dans le curseur. Et c'est moi qui la positionne là où je veux, en cliquant. La voilà. Donc, on a toujours notre affichage de qualité supérieure qui est enclenché, donc directement elle arrive à la bonne qualité. Et alors l'intérêt du TIFF, c'est que ici je vais pouvoir changer la couleur des traits. Si je clique dans le nuancier, ça ne va pas changer la couleur des traits, ça change la couleur de fond du bloc. C'est pas ce que je veux. Donc, en ayant le bloc qui contient l'image activée, je ne dois pas cliquer sur une couleur, je vais faire sans couleur. Par contre, c'est l'intérieur du bloc, le contenu, que je vais coloriser. Donc je prends la flèche blanche qui sert à modifier les contenus de bloc, je clique dans ce bloc, vous voyez qu'il est passé de bleu à brun pour m'indiquer que je modifie le contenu et non plus le contenant. Et là, je peux choisir la manière dont je colorise les traits. Voilà, je les colorise en bleu par exemple. Donc ça peut être très intéressant pour faire des mises en page. Et alors ce sera très précis parce que c'est du 1200 pixels par pouce, c'est du bitmap, et je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 2540. Toutes les subtilités de l'image originale, les traits de pinceau, ça reste artistique, ça a du caractère. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire « oui, mais il aurait suffi de mettre l'image du cochon dans Illustrator et on la vectorise, et on obtient la même chose. » Sauf que ça va lisser, ça va enlever du caractère au trait. Donc ici, j'ai vraiment tout le caractère qui est resté, ça reste un aspect comme du dessin. Alors pour ceux qui sont curieux, vous avez vu que j'ai mis un dossier avec une image niveau de gris. Donc dans Photoshop, image mode, il est indiqué niveau de gris. Et je l'ai enregistré au format Photoshop. J'aurais pu l'enregistrer en TIFF. Tout ça pour vous montrer qu'il est possible aussi de coloriser dans InDesign des images photographiques. C'est pas seulement des traits. Là, je vais aller charger mon image niveau de gris enregistrée au format Photoshop. Là, voilà. Si j'indique que je modifie le contenu, donc je prends la flèche blanche et je clique, le cadre devient brun, je modifie bien le contenu, je peux aller cliquer sur les couleurs pour lui donner une colorisation dans InDesign. Donc c'est pas limité seulement aux traits, évidemment, ça marche sur les photos aussi. Alors, le but ici est d'arriver à coloriser cette image. Donc, elle est assez précise, cette image. Si je regarde sur la barre du titre, je vois qu'il est affiché chez moi à 16,7%. Ça veut dire que je suis en zoom arrière assez fort. Si je double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, je l'affiche à l'échelle 100%. Ça veut dire donc que chaque point de l'image s'affiche sur un point d'écran. Et puis là, avec la barre d'espacement sur le clavier, je peux faire voyager dans la fenêtre. Et donc, je remarque que c'est un dessin très précis, donc c'est pas mal, c'est bien. On va pouvoir faire un bon travail de colorisation avec ça. Donc, je vais quand même zoomer un peu en arrière ici pour avoir une vue un peu plus large sur l'image. Donc, je vais aller dans la palette des calques. Alors, le principe, c'est que je vais ici coloriser cette image en gardant la possibilité de modifier à tout moment les couleurs, et je vais même pouvoir mettre très facilement des dégradés là où j'ai mis de la couleur. Donc, première chose que je vais faire ici, je vais déverrouiller le calque, je double-clique sur sa vignette, et dans la boîte qui s'ouvre, je clique sur OK. Donc, j'ai un calque 0 à la place d'arrière-plan, il n'est plus verrouillé, donc je peux modifier sa transparence. Je vais ensuite créer un calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà un calque qui arrive, je vais le remplir par du blanc. Menu édition, remplir avec blanc ou le raccourci clavier majuscule delete. Donc menu édition, remplir avec blanc ou raccourci clavier majuscule effacer. Majuscule et touche d'effacement.
Voilà, donc j'ai un calque rempli de blanc que je vais mettre sous le calque du dessin. Et ensuite, pour chaque partie que je vais coloriser, je vais créer un nouveau calque. Donc j'ai cliqué sur le bloc de feuilles, j'ai créé un calque vide. Je prends le pinceau. Je clique sur la case de premier plan. Et là, je choisis une couleur. En fait, peu importe quelle est la couleur que je choisis, parce que je vais pouvoir la changer autant de fois que je veux par la suite. Et comme il s'agit de dessin au trait, je ne vais pas dessiner avec une brosse à bord floue, je vais dessiner avec une brosse à bord nette. Donc le curseur dureté est à 100%. Voilà. Alors, je dessine. On ne voit rien, c'est tout à fait normal. Pourtant, la couleur est venue sur le calque. En fait, le calque du dessus est complètement recouvrant. Donc, je vais faire en sorte que les pixels blancs deviennent invisibles. Et pour ça, je vais simplement modifier le mode de fusion, le mode de dessin de ce calque. Donc, j'ai cliqué sur le calque du cochon ici. Je vois qu'il est en mode normal. Je vais le mettre en mode obscurcir. Ça veut dire que les pixels apparaissent uniquement s'ils arrivent à assombrir ce qui se trouve en dessous. Les pixels blancs du calque du cochon n'arrivant pas à obscurcir ce qui se trouve en dessous dans aucun cas, ils n'arriveront à obscurcir, ils deviennent invisibles. Voilà, et là je dessine, mais sur le bon calque, parce que vous voyez, là j'ai fait l'erreur de dessiner sur le cochon, il faut surtout le préserver. D'ailleurs, pour le préserver, pour être sûr de ne plus le modifier, on pourrait le verrouiller. Comme ça. Je pourrais le déverrouiller à tout moment. Donc ça, c'est le verrouillage total. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas dessiner dessus, on ne sait pas le déplacer. Donc je clique bien sur le calque d'en dessous ici, qui contient déjà ma couleur, et je vais continuer le dessin sur la tête. Si j'ai dépassé, c'est pas grave. Par exemple ici sur l'oreille, voilà, j'ai dépassé. Eh bien, je ne vais surtout pas dessiner en blanc. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je vais en fait gommer. Donc je prends la gomme, la vraie gomme, parce qu'il y en a plusieurs. La gomme toute simple. Je gomme avec une brosse à bord net aussi. Voilà. Et voilà, j'enlève des pixels rouges du calque. Je vais m'occuper du reste du corps. Je vais par exemple dessiner une des pattes. Donc, bien se souvenir, pour chaque partie de l'image, on crée un nouveau calque vide. Voilà, je vais changer la couleur. Je peux changer la couleur rapidement avec la palette de couleurs ici, bien entendu. Et je dessine au pinceau, parce qu'actuellement c'est la gomme qui est activée chez moi, donc je réactive le pinceau. Toujours pinceau à bord net. Encore une fois, peu importe la couleur avec laquelle je dessine, parce que on va pouvoir la changer autant de fois qu'on veut après. Donc, si j'ai dépassé, je prends la gomme. Donc, l'intérêt d'avoir mis chaque partie de l'animal, chaque partie du dessin qu'on a colorisé, l'avoir mis sur un calque séparé, c'est que je peux modifier facilement chaque partie, la couleur de chaque partie. Par exemple, je veux modifier la couleur de la tête, je clique ici sur le calque qui contient la couleur qui correspond à la tête,
je vais dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc ici, on ne fait pas un calque de réglage, on attaque directement les pixels, Images, Réglages, Teinte, Saturation. Et il suffit que je modifie la teinte, la saturation, la luminosité. Donc, toutes les couleurs sont accessibles par ici, en fait. Je fais ça pour d'autres parties. Je clique sur le calque qui correspond à la patte. Je vais dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Alors, ça peut être intéressant d'utiliser le raccourci clavier. Vous voyez que chaque fois, en face du nom dans le menu, on a le raccourci. Donc ça, c'est le signe spécial pour la touche commande sur le Mac. Donc, je fais commande U ou pomme U, ça appelle le réglage. Sur PC, ce sera évidemment CTRL U. Et voilà, et je change. Donc, vous voyez pourquoi ça n'avait pas d'importance, la couleur qu'on utilisait au départ. Voilà, je change la couleur, etc. Et je peux y revenir autant de fois que je veux. Ça ne va pas altérer. On ne va pas perdre du détail. Alors, c'est pas tout. J'ai la possibilité d'amener du modelé, si je veux, grâce aux outils de maquillage. Donc, si je clique sur le calque qui correspond ici à la tête, je vais pouvoir, avec les outils de maquillage qu'on a utilisés déjà, donc pour éclaircir, je vais pouvoir amener du modelé. Et cette fois-ci, je peux utiliser une brosse à bord flou. Donc, voilà. Si je veux donner un coup de lumière sur le devant ici, je peux assombrir avec l'outil densité plus, qui se cache derrière densité moins. Voilà. Donc il est réglé actuellement pour modifier les tons foncés, mais je vais le régler pour modifier les tons moyens. Voilà. Si j'enlève les yeux en face des autres calques, on va bien voir le modelé que j'ai apporté ici sur la couleur que j'avais mise. Donc pour enlever directement les yeux sur les autres calques, c'est la touche Alt et cliquer sur l'œil. Donc on ne voit plus que ce calque. Ça, c'est une bonne astuce. Voilà. Donc j'avais une couleur au départ et avec l'outil densité moins et densité plus, j'en ai finalement 3 et même pas mal de nuances. Donc pour revenir à l'état avant de l'affichage des calques, c'est toujours la touche Alt et cliquer sur l'œil. Et voilà, tous les autres qui étaient affichés se réaffichent. Alors j'ai aussi la possibilité de mettre une nouvelle couleur à certains endroits de la tête. Je prends le pinceau, je choisis ma couleur. Je travaille donc bien sur le calque de la tête. Je vais mettre de la couleur comme ça. Ah oui, pas... Je vais changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau à bord flou. Voilà. Donc je vais mettre de la couleur sur le bord de la tête, hein, une espèce de reflet jaune là, sur le bord de la tête. Voilà, juste pour tester, voir ce que ça donne. Et ça dépasse, évidemment. Pas bon, ça. Donc j'annule. Je vais faire en sorte que les parties transparentes du calque ne soient pas modifiables. Donc, j'ai toujours bien ce calque activé. Là au-dessus, j'ai tout ce qui concerne le verrouillage. On a vu que le verrou ici, c'est pour tout verrouiller. Et les autres, c'est pour verrouiller seulement certaines choses. Ça, c'est pour verrouiller la position. On ne peut plus changer la position du calque. Ça, c'est pour empêcher qu'on puisse dessiner dessus. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le premier. C'est empêcher qu'on puisse modifier la transparence. Résultat, si je coche ceci, j'ai un verrou qui n'est pas totalement noir, il est gris sur la vignette, qui m'indique que c'est partiellement verrouillé. Et donc, si je réessaye la même chose, j'arrive à dessiner uniquement là où il y a déjà des pixels. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité de mettre un dégradé. Par exemple, ici, je vais le faire sur le calque qui contient la patte arrière.
je vais verrouiller la transparence pour ce calque et je vais prendre l'outil dégradé et je vais pouvoir mettre des dégradés autant que je veux et même créer mes propres dégradés. Voilà. Quand je trace le dégradé sur l'image, il ne se met pas sur la transparence parce que j'ai verrouillé la transparence. Donc je peux le tracer autant de fois que je veux, je n'ai pas besoin d'annuler un dégradé pour en mettre un autre. Un dégradé remplace l'autre. Je peux changer le mode d'application du dégradé ici. Voilà. Je peux changer la couleur dans le dégradé, modifier le dégradé en cliquant ici pour avoir l'éditeur de dégradé. On avait déjà vu ça. L'éditeur de dégradé qui me permet de modifier les couleurs, en supprimer certaines si je veux, en les sortant. Donc, si vous avez l'impression que le dégradé s'applique mal, vérifiez bien que le mode d'application du dégradé est en normal pour qu'il soit recouvrant. Voilà. Ici, j'ai peut-être intérêt à élargir le cadre parce que mon dessin colle vraiment au bord. Donc, je vais simplement prendre l'outil de recadrage et recadrer. Je vais vérifier que j'ai bien du blanc à l'arrière-plan, c'est ce qu'il me faut, parce que je veux ajouter de la zone blanche. Donc je trace le cadre. Une fois qu'il est tracé, je prends une poignée, je sors en dehors. Voilà. Une fois que c'est bon comme ça, j'enfonce la touche entrée sur le clavier. Et voilà. Et ça n'a pas marché. Ça a ajouté de la zone transparente parce que le calque d'arrière-plan n'est pas un véritable calque d'arrière-plan. C'est pas grave, je clique sur le calque d'arrière-plan et je vais remplir par du blanc à nouveau. Édition, remplir avec blanc. Ok, voilà. Donc là, c'est quand même un peu plus sérieux au niveau du cadrage. Alors ici, je vais utiliser l'image de ce cochon colorisé, je vais l'utiliser dans une autre image. Et pour que ce soit plus facile, évidemment, pour transporter tout ça vers une autre image, la solution, c'est de mettre dans un groupe. Donc je clique sur le calque du dessus, puis sur le calque de colorisation le plus bas, avec la touche majuscule. Tous les intermédiaires se sont activés. Et je vais dans le menu de la palette des calques et je demande de créer un nouveau groupe d'après les calques qui sont actuellement activés dans la palette des calques. OK. Et voilà un groupe qui contient tout le cochon. Le groupe, il n'y a pas besoin de le renommer nécessairement. Ça peut être bien, oui, s'il y a beaucoup de groupes dans le photomontage que vous allez faire après avec ça. Alors, je vais créer un fichier ex nihilo. Quand on vous parle de faire une image ex nihilo, ça veut dire qu'on crée une image au départ de rien, et pas au départ d'une photographie. Voilà, oui, ça veut dire au départ de rien. Donc je vous le glisse ici parce que c'est quand même assez courant dans le monde du graphisme qu'on parle d'image ex nihilo, et c'est toujours bien d'avoir du vocabulaire, on n'en a jamais assez. Donc je disais que j'allais faire une image ex nihilo ici, donc je vais faire simplement fichier nouveau. Voilà, donc dans cette image, je vais rapidement mettre un petit dégradé. Voilà, j'active l'image de mon cochon. Je vais déplacer, avec l'outil de déplacement, je déplace le cochon, ou alors je peux prendre aussi le groupe dans la palette du calque et le déplacer là. Voilà. Quand j'essaye de le déplacer une fois qu'il est arrivé là, pas possible, ça me met un message. Impossible d'effectuer cette opération car les calques liés sont verrouillés. Donc je viens de déplacer le groupe en ayant cette image-ci activée. Je viens de déplacer le groupe dans l'autre image. Donc je vois tout logiquement apparaître dans l'autre image, dans la palette des calques,
un groupe et je n'arrive plus à le déplacer, tout simplement parce que dans ce groupe, il y a un calque dont la position est verrouillée. Donc j'ouvre le groupe, c'est celui-ci. Il y a un verrou noir sur ce calque-là, et à cause de lui, on ne sait pas déplacer du tout la totalité du groupe. Donc je vais le déverrouiller complètement, celui-là. Voilà, il est complètement déverrouillé. Je vais fermer les groupes, c'est toujours mieux quand on veut les déplacer. Et là, j'arrive à déplacer. OK? Alors mon cochon est transparent, mais évidemment, si j'avais fait le travail complet, j'aurais de la couleur partout sur le cochon. C'est parce que je n'ai pas colorisé certaines parties. Ceci dit, dans l'image originale ici, déjà, si je voulais déplacer le groupe, je n'y arrivais pas. Dans l'image originale, si j'avais voulu déplacer le groupe, il me met le message. Donc là, même chose, il faut que ce calque-ci, je le déverrouille. Et là, je peux refermer le groupe. Et là, j'arrive à déplacer mon cochon. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous voulez réessayer l'exercice, c'est éventuellement dans Google de faire une recherche. Alors, pour tomber sur beaucoup d'images, une solution, c'est de taper line art. C'est le nom qu'on donne à ces images-là, à ce type d'image qui n'est composé que de traits sur fond blanc. Line art. Et pour être sûr de tomber sur des images, enfin pour être sûr, pour se donner plus de possibilités de tomber sur des images que vous pouvez utiliser, vous pouvez taper public domaine juste après. Je fais une recherche et puis je clique sur Images dans la colonne de gauche. Voilà. Et si je veux des images qui contiennent beaucoup de pixels, ici il va falloir que je clique sur Grande. Ah oui, et si je veux quelque chose de spécifique, évidemment comme sujet, je le tape également dans la recherche. Visiblement ici, mais ça c'est pas étonnant, on ne trouve pas énormément. Donc il faut parfois être un peu moins exigeant et on peut afficher les images de taille moyenne. Donc j'ai ici mon photomontage qui a été créé au mode couleur RVB. Alors si je veux imprimer sur une presse offset, il va falloir le transformer en CMJN. Donc avec les presses offset modernes, on peut envoyer à l'imprimeur des images RVB et lui, sur son ordinateur qu'on appelle le RIP, il va le transformer en CMJN. Mais tous les imprimeurs ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a qui fonctionnent encore à l'ancienne et qui vont vous demander des images CMJN. Mais tous les imprimeurs ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a qui fonctionnent encore à l'ancienne et qui vont vous demander des images CMJN. Il faut demander à l'imprimeur quelles sont les caractéristiques de sa presse, selon quelles normes il règle sa presse. Et si on connaît ça, on va l'indiquer dans Photoshop et c'est ce qui va permettre d'obtenir sur le papier des couleurs qui correspondent assez bien à ce qu'on voyait sur l'écran. Maintenant, si on ne le demande pas à l'imprimeur et qu'on prend les réglages d'origine de Photoshop, quand on transforme l'image RVB en CMJN, eh bien là, on obtient un résultat aléatoire et les couleurs ne sont pas bonnes. La plupart du temps, c'est vraiment du hasard. Alors, où est-ce qu'on va régler ça? Où est-ce qu'on indique les caractéristiques de la presse qui va servir à imprimer? C'est dans le menu Édition, Couleurs. Et à la rubrique Espace de travail, CMJN, là-dedans, je dois choisir ce qui correspond à la norme selon laquelle l'imprimeur a réglé sa presse. Le type de papier qu'on utilise, il faut en tenir compte aussi. Ça fait partie de la norme. Donc si j'utilise, parce que vous voyez qu'il y a certaines normes qui utilisent du papier lisse,
du papier pelliculé, c'est un peu du papier couché. Et il y en a d'autres qui utilisent du papier granuleux, sans pelliculage, ce qu'on appelle du papier non couché. Donc pour la même presse, on peut avoir des variantes en fonction du papier qu'on utilise. Donc ça c'est pour les États-Unis. Quand on imprime en Amérique du Nord, bien sûr on ne va jamais choisir ça quand on est en Europe. En Europe on a des encres qui ont des couleurs un peu différentes. Le cyan et le magenta ne sont pas les mêmes qu'en Amérique du Nord. C'est toujours du cyan et du magenta, mais pas exactement le même. Donc, nous, on va plutôt choisir le faux gras, qui sont des normes européennes. Alors, on a le faux gras pour le papier granuleux, donc qui n'est pas lisse, le papier non couché. Et on a du faux gras aussi pour du papier couché. Alors, imaginons que l'imprimeur vous a dit quand vous faites vos images CMJN, il faut les faire pour le faux gras 39. Eh bien, donc, à espace de travail CMJN, je choisis faux gras 39. Et je clique sur OK. J'ai simplement indiqué dans Photoshop quel est l'espace de travail CMJN. Donc, ça veut dire que quand je crée une image, fichier nouveau, vous pouvez essayer, fichier nouveau, quand je crée une image directement en CMJN, en choisissant mode CMJN, eh bien, comme on le voit ici dans la rubrique avancée, qu'on peut déployer si elle n'est pas chez vous dans la boîte nouveau document, ce sera pour l'espace de travail faux gras. Ceci dit, ce n'est pas conseillé de faire de la création en CMJN, parce qu'à notre époque, quand on crée aussi pour le web. Le CMJN, au niveau du nombre de couleurs qu'on peut mettre dedans, c'est assez réduit à cause de la physique du papier. Il y aura une simulation dans Photoshop, il va simuler une presse CMJN, on ne saura pas mettre des couleurs fluo dedans. Donc, à notre époque, il vaut mieux, quand on fait une création, la faire en RVB, et puis on adapte, on fait une version CMJN pour l'impression, et on garde bien la version RVB pour l'affichage sur le web et pour d'autres utilisations, impression jet d'encre grand format qui est plus performante au niveau couleur que l'offset, etc. Mais donc on imagine qu'ici on veut faire une image de type CMJN. Donc quand je clique sur OK, j'ai une nouvelle image qui arrive, elle est de type CMJN. Et si je veux voir pour quel type de presse elle est destinée, je vais ici dans le bas, sur la petite flèche, et je demande d'afficher le profil du document. Et on me dit, donc, faux gras 39. Donc c'est bien ce que j'avais été indiqué dans l'espace de travail CMJN, dans édition couleur de Photoshop. Mais je vais fermer cette image, parce que ici le but c'est de convertir cette image, d'en faire une version pour la presse qui est réglée selon la norme faux gras 39. Ce que je vais faire ici pour vraiment absolument éviter d'écraser cette version RVB, c'est que je vais créer dans Photoshop un duplicata de l'image. Menu Image, dupliquer. Donc j'obtiens une copie directement dans Photoshop. Cette copie n'est pas enregistrée sur le disque dur, elle n'existe actuellement que dans Photoshop. On a l'impression qu'elle est plus petite que l'autre, mais en réalité c'est parce qu'elle est vue à un pourcentage d'agrandissement différent ici. 8,33, tandis que l'autre est vue à 25%. Donc c'est vraiment le même nombre de pixels, c'est une copie parfaite. Et cette version, je vais la transformer en CMJN. Menu Édition, Convertir en profil. Donc je pars d'une image qui a certaines caractéristiques. Dans ce cas-ci, c'est sRGB. Et donc nous avons des réglages ici que je ne vais bien entendu pas détailler. Les options de conversion. Et je vais cliquer sur OK et j'obtiens, on le voit sur la barre de titre, une image CMJN. Ça veut dire que maintenant, si je vais dans la palette des couches, cette image, elle est constituée de 4 couches d'encre. Ah, il peut y avoir une dégradation de couleur si vous avez utilisé des couleurs qui ne sont pas imprimables en offset.
Si vous avez utilisé du fluo, évidemment, il y a une dégradation de couleur assez forte. Et donc cette image, si je veux seulement cette image sur le papier, je l'envoie à l'imprimeur. Évidemment, je peux aussi l'utiliser dans une mise en page InDesign avec d'autres images, là, ou Illustrator. On compose avec plusieurs images, on fait sa mise en page. Donc concrètement, si je vais dans la palette des infos, fenêtre information, ce bleu-là, comme on le voit ici, nécessite 78% d'encre cyan et 36% d'encre magenta. 0% de jaune, 0% de noir. Ça, c'est exactement le pourcentage d'encre qu'il faut pour reproduire le bleu que je voyais dans mon image RVB sur mon écran. Alors on va faire autre chose ici. On va retourner sur l'image RVB et on va à nouveau faire un duplicata. Image dupliquée. Voilà, il va me faire la copie 2. OK. Voilà ma copie 2 en RVB. Avant de la convertir en CMJN, je vais aller changer le réglage dans Photoshop. Donc, pour ce qui concerne mon image qui est déjà convertie, le fait de changer le réglage ne va pas l'affecter. Parce que elle, on a vu en bas à gauche que Photoshop sait que c'est pour du faux gras. Donc, la modification que je vais aller faire maintenant dans édition couleur, ce sera pour la prochaine image CMJN que je vais créer dans Photoshop ou la prochaine conversion de RVB vers CMJN. Édition couleur. À la place de faux gras 39, je vais par exemple choisir Uncoated faux gras 29. OK. Donc rien ne change. Et je vais convertir cette image pour le CMJN faux gras 29 cette fois-ci. C'est plus 39. Donc on imagine qu'on doit imprimer cette image sur différents types de papier. Quand on fait une plaquette d'entreprise, une publicité d'entreprise interne, on fait souvent une version économique pour le grand public, pour les employés, et pour les actionnaires, on va faire une version luxe. Donc ce sera un papier différent, donc il faudra faire ce qu'on fait ici. La même image, on va la décliner vers deux CMJN différents. Édition, convertir en profil. Il me dit bien que je vais convertir vers faux gras 29 cette fois-ci. Je clique sur OK. Et voilà mon image CMJN pour faux gras 29. C'est indiqué ici en bas. Et alors, si je mesure ce fameux bleu là, il faudra une quantité d'encre différente pour créer ce bleu sur du papier couché et sur du papier non couché, sur du faux gras 39 et sur du faux gras 29. Donc le bleu, ici c'était donc 78 de cyan, 36 de magenta, et sur la nouvelle image CMJN, 80 de cyan, 34 de magenta. En tout cas, toutes les couleurs ont des pourcentages différents dans les deux images. C'est pas seulement ce bleu, mais comme il est uni, là, je le prends comme référence pour comparer. Et alors, si je regarde la palette des couches, je vais peut-être même avoir une palette des couches qui a un aspect différent pour les deux images. Ici, j'ai l'image pour faux gras 39 qui est actuellement activée. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais passer sur l'autre. Oui, on voit que pour l'autre, il y a plus de cyan. On voit que ça fonce quand on passe de l'une à l'autre. Je vais repasser sur la première. Ça s'éclaircit. Donc ici, dans la palette des calques, j'ai un seul calque
le cœur rose sur un fond blanc. Je voudrais pouvoir le coloriser comme on a fait précédemment avec l'image du cochon. Donc je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, le transformer en calque 0. Ensuite, je vais créer un calque vide. Je le déplace en dessous. Je vais le remplir de blanc. Édition, remplir avec blanc. Au-dessus de ce calque blanc, je crée un calque vide. Voilà. Et je vais au pinceau avec une forme à bornette dans ce cas-ci, mais c'est juste un choix, je pourrais faire ça autrement. Je vais dessiner. Voilà. Alors, rien n'apparaît. Pourtant, j'ai amené de la couleur sur le calque. Je vais donc essayer de cliquer sur le calque du cœur et modifier son mode de fusion. Donc, obscurcir. Voilà. Et donc, voilà ce qui se passe. Les traits du cœur ne sont pas noirs. Quand je fais obscurcir, j'obtiens un mélange des deux couleurs, en fait. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, la solution, je vais utiliser le système de l'écrêtage de calque. Donc, je vais remettre le cœur ici en mode normal et je vais aller double-cliquer sur la vignette du calque du cœur et utiliser le curseur du dessus, déplacer cette partie-ci pour indiquer que les parties les plus blanches de ce calque vont devenir invisibles. Voilà. Et je peux séparer évidemment le curseur en deux pour que ce soit plus propre avec la touche Alt. Voilà. Et donc là, ça fonctionne. J'ai le blanc du calque qui est devenu invisible grâce à cet écrêtage. Ok. Voilà, et là j'arrive donc à coloriser comme je veux en dessous, avec différents calques si je veux. Donc là, je ne vais pas m'y attarder, c'est le principe habituel. Et dernière chose pour terminer, si je veux définitivement effacer les pixels blancs, parce que là ils sont seulement rendus invisibles, il suffit que je crée au-dessus de ce calque un calque vide, j'active ensuite les deux avec la touche majuscule et je demande dans le menu calque fusionner les calques. Et donc, lors de la fusion, les pixels qui étaient rendus invisibles par écrêtage ont été réellement effacés et je me retrouve avec un cœur entouré de transparence, ce qui me permet de mettre un effet spécial qui va tenir compte de la transparence, par exemple une petite ombre portée, voilà. Ombre portée ou autre chose, ombre interne, lueur externe, etc. Donc c'est à combiner, à essayer, ça dépend de ce qu'on veut. Donc voilà, dossier P60, autre image, j'ouvre cette image-ci. Je vais remettre en place toutes mes palettes parce que pour l'instant c'est un peu du n'importe quoi. Donc je vais les remettre en position standard. Donc je vous rappelle que c'est en allant notamment par ici, en choisissant les indispensables, que nous allons pouvoir remettre les palettes en place. Je vais me débarrasser de la fenêtre du Finder qui se trouve là derrière. Commande Alt H. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin avec des nuances assez fines et ça a été scanné. Et donc ça, c'est la version déjà travaillée. Donc vous voyez qu'autour de mon dessin ici, j'ai du vrai blanc. Alors pour vraiment vérifier que c'est du vrai blanc, on a la palette des informations dans Photoshop. Je peux aller dans le menu Fenêtre, Informations. Voilà. Et quand je passe le pointeur donc au-dessus
du blanc ici, on m'indique bien que c'est du vrai blanc. Quand on devra imprimer ça, il y aura 0% d'encre. Alors, je vais aller dans la palette des calques pour un peu analyser comment ça a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le travail qui a été réalisé? Alors, j'ai un fond blanc, j'ai le dessin entier là au-dessus. Si j'enlève l'œil, je vois quoi? Je vois que certaines parties du dessin ici apparaissent grâce au masque de fusion. Bah, écoutez, on va le faire ensemble, c'est encore le plus simple, hein. Ceci, c'est le scan original. Donc on a scanné un dessin. C'est un dessin avec des nuances et on veut, dans le résultat final imprimé, que ces nuances soient conservées. On veut les retrouver, ces nuances. Donc on a scanné en n'utilisant pas, au moment où on a scanné, les outils de correction du scanner. Raison pour laquelle le fond n'est pas blanc. Donc si je vais dans le menu Fenêtre, Information, et que je fais voyager le pointeur au-dessus du fond blanc, on voit qu'il est composé de 12% de cyan, 6 de magenta, 4 de jaune et 0 de noir, puisqu'en fait il s'agit d'une image de type CMJN. Photoshop sait traiter ces deux types d'images, RVB et CMJN. CMJN spécifiquement pour l'impression, et donc ici il s'agit d'une image pour l'impression. Donc si j'avais utilisé au moment du scannage de cette image, si j'avais utilisé les outils de correction pour faire en sorte que le fond soit bien blanc, ça m'aurait transformé les nuances ici, ça m'aurait durci les nuances. Et ça, c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné sans corriger, et puis après, ici dans Photoshop, on va faire en sorte que le fond devienne bien blanc, et pour ça, on va utiliser la technique d'écrêtage qu'on a vue la fois passée avec l'image de la voiture. Alors, je double-clique sur le calque d'arrière-plan pour pouvoir modifier sa transparence. Donc, je le déverrouille en fait. Hein. Il est transformé en calque 0. OK, voilà. Je clique maintenant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Ça crée un calque vide juste au-dessus du calque qui était activé. Je vais remplir ce calque avec du blanc. Ça va être mon fond blanc. Donc, pour remplir avec du blanc, c'est le menu Édition, Remplir. Voilà, donc ici, on va remplir avec du blanc. En mode normal, ça veut dire recouvrant. Les pixels blancs ne vont pas se mélanger avec d'autres. Et opacité 100%. OK. Et voilà, j'ai un calque rempli de blanc. Je fais passer ce calque blanc évidemment sous le calque du dessin. Donc j'ai un petit trait noir qui apparaît à un certain moment quand je déplace le calque. Un trait noir qui apparaît sous le calque du dessin, qui m'indique que je vais l'insérer. Je lâche le bouton de la souris et il passe en dessous. Puis je vais double-cliquer sur le calque du dessus pour faire apparaître ces styles de calque. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment le curseur ici, et plus particulièrement cet indicateur de droite sur le curseur du dessus, qui va me permettre de rendre invisibles les parties les plus claires du dessin. Et donc, c'est quoi les parties les plus claires? Ben, c'est principalement le fond, et c'est ça qui doit devenir blanc. Donc, je bouge vers la gauche. Voilà, à un certain moment, le fond devient blanc. Bien sûr, la transition entre la partie visible et invisible est très nette, ce qui me donne un effet de pixel et d'escalier, là où on passe entre le dessin et le fond, et donc ça, c'est pas bon du tout. Mais vous savez qu'avec la touche Alt, on peut séparer en deux le curseur ici et aménager une zone de transition, et donc ce sera plus sérieux. Plutôt que de rendre le fond blanc dans le logiciel du scanner,
ce qui aurait détruit partiellement le contraste sur le dessin, je l'ai fait dans Photoshop. Si je veux des nuances à cet endroit-ci, je ne veux pas que ce soit blanc à cet endroit-ci, eh bien, je vais dupliquer le calque, je prends la vignette, je l'amène sur le bloc de feuilles, j'obtiens une copie du calque. Ce calque, quand je double-clique sur lui, la copie donc, il est également écrété, évidemment, c'est la copie parfaite de l'autre. Eh bien, je vais remettre le curseur en place, donc ça veut dire que tout apparaît sur ce calque. Donc tout le travail que j'ai effectué sur l'autre calque précédemment n'a servi à rien, on pourrait se dire, mais pas du tout. Parce que maintenant, après avoir fait réapparaître tous les pixels de ce calque, je vais lui ajouter un masque de fusion qui masque tout. Menu calque, masque de fusion, tout masqué. Voilà, c'est donc un masque de fusion rempli de noir. Et dans ce masque de fusion qui actuellement est activé, je travaille sur lui, j'ai le cadre qui m'indique ici que je suis en train de travailler sur lui. Dans ce masque de fusion, je vais dessiner en blanc aux endroits où je veux faire réapparaître des pixels. Là où il y a des pixels qui ont disparu suite à l'écrêtage sur l'autre calque ici, je vais faire réapparaître ces pixels manuellement en dessinant au pinceau, en blanc. Voilà. Donc, on voit ici que j'arrive à faire réapparaître en dessinant en blanc. Vérifiez bien que votre pinceau est en mode normal à 100% d'opacité. Voilà, donc l'écrêtage de calque qu'on a fait sur le calque d'en dessous, il n'est pas possible de le dire qu'il ne se fait que sur une partie du calque. Il se fait en fait sur tout le calque, raison pour laquelle on doit venir corriger avec le calque du dessus. Alors ici, on va dire que je veux que ce ne soit pas blanc à cet endroit-ci, donc je dessine. Alors, si je trouve que ça fait réapparaître trop de fond, édition annulée, rien ne m'empêche de dessiner à 50% d'opacité. Donc je vais amener à peu près 50%, donc je vais amener, plutôt que d'amener du blanc dans le masque, je vais amener du gris, ce qui va me faire apparaître le fond original, non pas à 100%, mais à 50%. Donc ce sera plus subtil. Voilà, donc en fait c'est très rapide, hein, c'est parce qu'on a fait ensemble lentement pour que tout le monde comprenne, mais en fait c'est très rapide comme technique. On peut même automatiser partiellement ça avec un script, mais on n'a pas encore vu les scripts, mais ne vous en faites pas, c'est au programme. Ça va venir. On va parler ici du suréchantillonnage. Alors, je vais vous demander d'ouvrir d'abord ces deux images-ci. Vous avez ici la version interpolée, c'est donc la version qui normalement montre très bien toutes les subtilités de l'original. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez ici la version non interpolée. Je vais zoomer ici à 200% pour bien voir sur les deux images. Voilà. Là, on voit clairement la version non interpolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a scanné cette image-là, on l'a scannée à 300 dpi, à 300 pixels par pouce. Dans le logiciel du scanner, j'ai indiqué 300 pixels par pouce. Tandis que l'autre, je ne l'ai pas scanné à 300 pixels par pouce, je l'ai scanné en fait à 600 pixels par pouce, c'est-à-dire 4 fois plus de pixels. Et puis dans Photoshop, j'ai réduit. Donc ici, c'est une image qui au départ, quand elle est sortie du scanner, elle contenait 4 fois plus de pixels, et elle était à 600 pixels par pouce. Elle a été réduite dans Photoshop à 300, et donc j'obtiens un résultat qui ressemble plus au document original. Donc c'est ça le suréchantillonnage, c'est demander au scanner de produire plus de pixels que nécessaire, et ensuite dans Photoshop on réduit, dans le but d'obtenir une image de meilleure qualité. Alors on pourrait se dire, mais il suffirait de prendre l'image qu'on a scannée directement à 300 pixels par pouce et appliquer un flou et on obtiendrait
le même résultat que sur l'image scannée à 600 pixels par pouce et réduite à 300. Mais non, on va d'ailleurs essayer. Vous allez essayer sur l'image scan 300 dpi non interpolée. Vous allez dans le menu filtre, atténuation, flou gaussien. Ici, j'ai rendu flou, mais je vois encore des effets d'escalier. Donc, mauvaise idée de rendre flou. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut vraiment numériser avec beaucoup d'informations au départ, si on veut une bonne qualité à la fin. Donc, c'est le suréchantillonnage. Je ferme ça, et on va concrètement le faire. On va ouvrir l'image qui a été scannée à 600 pixels par pouce. Donc elle contient beaucoup de pixels. Quelle est sa dimension actuelle? Eh bien, je vais aller le voir dans Images, taille de l'image. Donc au moment où j'ai scanné, j'ai dit que dans mon magazine, cette image aura une dimension de 3,88 cm sur 2,28, c'est tout petit. Donc dans le logiciel du scanner, j'ai indiqué les dimensions que doit avoir le document. Et j'ai indiqué la précision que je veux. 600 pixels par pouce. Eh bien ici, je vais passer l'image à une résolution qui est habituelle quand on imprime, c'est 300 pixels par pouce. Et j'obtiens donc une image qui contient 4 fois moins de pixels, mais la qualité est bien sûr donc meilleure que si j'avais scanné directement à 300 pixels par pouce.